elle, en sa capacité de chef parlementaire, a renvoyé Mme Heinz sur la base d'informations qu'elle dispose. On n'a rien à cacher. Moi, j'ai rien à cacher. Je veux vous dire que le Parti libéral du Québec, aujourd'hui, va mettre en demeure le Journal de Montréal concernant leur article sur les textos allégués. Un résumé d'une partie des événements qui ont secoué le Parti libéral du Québec au cours de la dernière semaine. Au cœur de la tourmente, le chef Pablo Rodriguez, qui a rencontré la presse vendredi, flanqué de son caucus. À quel point sort-il écorché de cet épisode? Rosemary, Chantal, Michel, bonjour. Oh. Bonjour. Commençons avec vous, Rosemary. Qu'est-ce que vous comprenez de ce qui s'est passé cette semaine? Vous regardez ça de l'extérieur en plus, alors votre point de vue est intéressant là-dessus. Oui, parce que moi, je n'étais pas au courant de tous les détails. Maintenant, je le suis et je dois admettre que c'était un gâchis énorme de la part du PLQ et de M. Rodriguez. Je ne vois pas pourquoi lui-même a réagi comme il a réagi vendredi, c'est-à-dire des mises en demeure au journal, des demandes aux journalistes de donner de l'information pour que lui puisse mieux gérer son parti lui-même. Ça démontre une faiblesse de leadership qui est apparent et je ne vois mal comment il va resserrer ses troupes. Je sais que c'était ça l'intention de ce qu'il a fait vendredi, mais pour moi, le dommage est assez sévère, franchement, envers M. Rodriguez. Michel, je vous vois opiner. Plutôt d'accord? On n'a qu'une seule chance de faire une première impression. Ces premières impressions, comme chef, sont plutôt ratées. Deux conférences de presse qui sont dans le domaine, dans la filière étrange, dans mon cas, là. J'ai pas vu ça souvent. Le leadership qu'un chef de parti doit exercer, c'était la dernière idée que vous aviez quand vous avez fini d'écouter M. Rodriguez cette semaine. Alors ça, c'est pas une bonne affaire pour lui. C'est pas une bonne affaire pour le parti non plus. Chantal, qu'est-ce que ça dit sur le leadership de Pablo Rodriguez? Comment est-ce qu'il aurait fallu qu'il gère ça? Il aurait fallu qu'il l'aborde autrement, je présume? Oui, il y a quelques règles de gestion de crise en politique. La première, la plus simple, c'est essayer de ne pas prolonger le cycle de nouvelles sur lequel on s'étend dans ce genre d'affaires-là. 2 points de presse en une seule semaine. D'abord, ça prolonge évidemment le psychodrame. Là, les gens regardent ça maintenant comme un roman policier. Ils sont même plus en train de poser des questions sur le Parti libéral. Mais d'autre part, M. Rodriguez donne des entrevues pendant la fin de semaine. Il y a le projet d'aller à Tout le monde en parle. Tout ça, là, ça s'appelle aller patiner sur la glace, la mauvaise glace, et rendre ça plus long. D'autre part, l'histoire des mises en demeure. On avait déjà annoncé une enquête indépendante commandée par le Parti libéral. Est-ce que vraiment on veut se lancer dans des histoires d'avocats pour essayer de voir si des journalistes vont venir nous expliquer ce qui s'est peut-être passé ou pas au sein du parti, plutôt que de dire j'ai commandé une enquête, quand on va voir les résultats, je vais vous les transmettre, point. On passe à un autre appel. Il me semble que du début à la fin, là, c'est une crise qu'on a empirée. Et ça veut pas dire que je comprends comment quelqu'un qui est leader parlementaire va voir son chef avec un avocat. Je sais pas, Rosemary, si elle a déjà vu ça. Moi, non. C'est quand même particulier. Deux fois plutôt qu'une. Reprocher des fautes graves. Congédier un chef de cabinet, là, ça se fait. Pas besoin d'avoir un chef de cabinet qui brise une règle d'éthique si ça marche pas. Si on a l'impression que le chef de cabinet outrepasse ses fonctions, passe dans notre dos, on a le droit d'aller voir le chef ou le premier ministre, si c'est à Ottawa, et de dire « ça marche pas et voici pourquoi ». Mais normalement, c'est ce qu'on fait. On va voir le chef. On n'apprend pas au chef, après l'avoir annoncé à tout le monde, qu'on a posé ce geste-là. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont totalement incompréhensible quand on connaît la politique. Et je vais dire, dans les deux cas, que ce soit les textos, que ce soit son chef de bureau et Mme Marois, excuse-moi, ça démontre que M. Rodriguez n'est pas au courant de ce qui se passe dans son parti, que ce soit sur l'aile parlementaire ou dans l'aile politique. Ouais. Et ça démontre un manque de connaissance et contrôle. Et ça, c'est l'opposé de ce qu'un leader devrait avoir. De ce qu'un chef devrait faire sur un parti. Ouais, l'ascendant qu'il doit imposer sur un parti politique. Michel, qui profite de ça?
Parce que là, évidemment, on parle des libéraux, mais on n'a pas beaucoup entendu M. Legault la semaine dernière, qui s'est fait très tranquille. Même chose du côté du PQ. Ben, qui profite de ça, c'est le PQ, puis c'est laissé jusqu'à un certain point M. Legault. Il n'y a rien dans ce qui s'est passé cette semaine qui est une bonne affaire pour le Parti libéral. Rien, absolument. Et c'était la chance de M. Rodriguez d'arriver et de dire, moi, je change l'air au Parti libéral. Il n'a pas été capable. Et c'est pas toujours gentil ce que les autres partis ont fait, mais c'est de bonne guerre en politique, rappeler le passé quand même relativement récent de la commission Charbonneau, des allégations contre le Parti libéral, même si on n'est pas du tout dans ce genre d'affaires-là. Le Parti libéral est vulnérable à ça. Et là, on a redit à tout le monde, vous souvenez-vous de la commission Charbonneau? Ça aide pas le Parti libéral non plus, évidemment. Chantal? Si vous êtes une personne qui a une belle carrière dans le moment et qui se disait, je pense que je vais me lancer en politique, je suis fort en économie, on a besoin de moi, le Parti libéral m'attire, le référendum m'attire pas, probablement que vous êtes en train de regarder votre belle carrière et vous dire, finalement, je vais m'investir un peu plus professionnellement plutôt que de me présenter. Et ça, à un an des élections, c'est plus grave même que les manchettes qui vont à un moment donné finir. Là, on va arriver à Noël, on va passer à d'autres choses. Mais ça va laisser cette impression qu'on embarque dans une barque qui est mal gérée, qui est mal dirigée, puis que finalement, on n'est pas obligé. Il y a personne qui est obligé de se lancer en politique. Oui, effectivement. Puis on l'a vu l'année dernière, Rosemary, le recrutement, c'était difficile quand ça allait mal pour M. Trudeau. Ça s'est amélioré pour M. Carney. L'impact, il est raide là-dessus. Là. Oui, si on n'a pas l'impression qu'on va gagner, on va avoir moins de personnes qui vont vouloir se tenter être candidat pendant une élection. Et juste pour finir avec M. Rodriguez, le plus qu'il parle, le plus qu'il essaie d'expliquer ce qui s'est passé, le pire que c'est. Alors ça aussi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bons avis des gens autour de lui, de bons conseils, parce qu'il devrait franchement arrêter de parler pour essayer de voir s'il peut contrôler mieux le parti en soi. Il y a beaucoup de crises qui se régleraient si les gens cessaient de parler, oui, effectivement. c'est vrai. Je vous amène en Suède, mais en fait, je vous amène à Ottawa, mais la Suède est venue... Tu nous amènes en Suède, mais on est content. On part tout de suite. Belle surprise. La Suède était à Ottawa cette semaine. On va entendre la vice-première ministre suédoise qui parlait de la volonté de son pays de vendre des avions de chasse au Canada. On l'écoute, je vous reviens tout de suite après. Yesterday on Canadian TV, I said that, and I don't know where I got this from, but I said that Sweden is now in Daft Punk mode. And what do I mean by that? We're ready to go harder, better, faster, stronger, and we'd like to do it with Canada. Thank you. Bon, ça c'est un groupe de musique qu'elle a cité. Je pense qu'elle a parlé de Céline Dion, de ABBA, d'Elvis Presley cette semaine. Michel, c'est une opération charme d'une envergure que j'ai rarement vue au Canada, de venir courtiser le gouvernement de façon aussi ouverte en disant « On fait des avions, vous en avez besoin, oubliez les Américains ». Qu'est-ce que vous pensez de l'opération? Souvenez-vous d'une des premières choses que M. Carney a dit à propos de la relation Canada-États-Unis quand il est devenu premier ministre. Il a dit « Les États-Unis ne sont plus pour nous un partenaire fiable ». Si vous êtes un Suédois qui a des avions à vendre et qui en vend un peu partout dans le monde, c'est pas exactement une Saab, c'est pas une mauvaise marque c'est pas des citrons, vous allez venir au Canada, c'est sûr. Ça peut pas être autrement. Et le Canada peut être intéressé. En plus de ça, vous avez l'ambassadeur américain qui dit, si vous les prenez pas, nos F-18, vous allez voir, ça va aller encore plus mal. Disons qu'on n'a pas le meilleur ambassadeur américain que les États-Unis ont d'habitude. C'est pas de la même qualité que les États-Unis ont d'habitude envoyé au Canada. Ouais. Il essaie beaucoup de s'ingérer dans la politique, alors que c'est la dernière chose dont les Américains ont besoin de faire. Le monsieur à Washington en fait suffisamment là-dessus. Alors, je pense que il y a comme, si le Canada le veut et estime que c'est dans son intérêt, il y a comme une ouverture là pour diversifier le commerce et jusqu'à la preuve du contraire, c'est ce que M. Carney veut. Mais Chantal, diversifier le commerce, oui, parce que ça, c'est une volonté de M. Carney. En même temps, on a l'impression qu'ils ont peur de la réaction des Américains là-dessus. On tergiverse, là, parce que l'idée même, la revision du contrat, on l'attend encore, le résultat de tout ça. Pourquoi ça traîne aussi longtemps? Oui, mais c'est vraiment matière à débat, là. Au-delà de la politique d'un côté ou de l'autre.
le fait est que, entre autres dans NORAD, le Canada, les États-Unis, les forces armées sont intégrées et que, en principe, on essaie d'avoir des appareils ou des équipements qui sont interchangeables, qui font que les troupes américaines, par exemple, sont entraînées, les troupes canadiennes sur les mêmes appareils et au niveau de la chaîne d'entretien. Ça n'a jamais été un gros point d'interrogation, sauf que quand votre voisin vous dit « je pourrais vous annexer », là, on commence à se dire peut-être qu'on ne veut pas acheter leur équipement militaire, ce serait moins bon. Moi, le fait, je ne sais pas si le gouvernement du Canada a peur, franchement. Je pense qu'il y a un débat à l'intérieur de l'establishment militaire sur la pertinence de diversifier dans ce sens-là, au niveau des appareils. Mais quand l'ambassadeur des États-Unis en parle dans ces termes-là, ce que ça montre, c'est que ça a touché un nerf quelque part. Qu'aux États-Unis, Lockheed Martin, entre autres, doit faire un sérieux lobby pour dire « arrêtez de maltraiter le Canada, ça va finir par nous coûter cher ». Et il y a une réaction à ça là-dedans. D'autre part, ouais, mais quand on écoute votre clip, là, on se dit c'est tellement plus facile de faire affaire avec des gens qui sont polis. Oui, quand même. Il y a du à mettre côte à côte avec l'ambassadeur, l'image aurait été complète. C'est vrai que le ton est différent. Rosemary, vous avez reçu des ministres impliqués dans le dossier à votre émission. J'en ai reçu à la mienne. On en a parlé abondamment de ce dossier-là. Il y a deux camps, on dirait, hein, dans le gouvernement là-dessus. Oui, ben ça fait des années qu'on en parle, mais oui, je pense qu'il y a une discussion réelle et courante qui se passe autour du Conseil des ministres, et il y a deux camps, effectivement. Il y en a un qui pense qu'on devrait avoir un mix de Lockheed Martin et de Saab, et l'autre qui pense qu'on devrait rester avec les Américains. Sauf que quand le PDG de Saab vient au Canada, il dit on va non seulement ouvrir une usine, mais aussi un centre de recherche et développement. On va vous créer des milliers d'emplois. Ça commence à changer la donne, je pense, au Conseil des ministres, parce que il y a une approche différente maintenant à cause de ce qui se passe avec les États-Unis. Alors, ça va être intéressant de voir c'est qui gagne autour de la table, parce que je pense que ça aussi, ça va nous donner une indication de la puissance de certains ministres et aussi la direction du premier ministre, qui, lui, veut créer une stratégie industrielle réelle dans le pays. Et moi, je suis d'accord avec Chantal, je suis pas sûre que le gouvernement a peur de fâcher M. Trump davantage, parce que il y a rien qui arrive de notre côté, et peu importe ce qu'on fait. Hein. Michel, plusieurs ont reproché à M. Carney de s'être écrasé d'avoir fait beaucoup de concessions aux États-Unis sans avoir obtenu beaucoup de résultats. Est-ce que d'aller dans cette direction-là puis de dire, vous savez quoi, je vais en acheter des avions suédois, est-ce que ce serait pas une bonne carte politique à jouer pour lui? Ben, c'est une bonne carte politique, et c'est une carte politique dans le chemin qui a tracé, qui est de dire on va diversifier nos affaires. Et à partir du moment où il peut y avoir dans toutes sortes d'autres secteurs, Bombardier a fait les trains de banlieue de Paris qui ont tout été refaits à neuf au cours des dernières années. C'est Bombardier qui a fait ça. Bon, ils ont été repris par Alstom, vous me direz, mais quand même, il y avait de l'ingénierie canadienne là-dedans. Alors donc, il y a rien à perdre, Monsieur Carney, de dire ça, et il prendra la décision après consultation, puis consultation bien sûr de l'armée canadienne, parce que eux doivent pas être particulièrement heureux de voir, parce que Rosemary disait et Chantal, ces deux armées-là sont bien imbriquées. Il faudra voir aussi ce que les militaires pensent de ça. Chantal, j'ai vu réagir, je vous avez le mot de la fin. Ouais, et je prends toujours avec un grain de sel ce que les anciens hauts gradés de l'armée ont à dire là-dessus. Pourquoi? Parce que aussi souvent qu'autrement, un haut gradé de l'armée canadienne, quand il prend sa retraite, et ça peut arriver assez jeune, devient un lobbyiste pour les uns ou les autres. Et à partir de ce moment-là, je suis obligé de prendre un pas de recul et de me dire, je voudrais entendre des gens qui m'en parlent sérieusement, mais qui n'ont pas été payés par Lockheed Martin ou par Saab, avant de me parler, parce que ça, c'est un peu un problème aussi.